Allô. Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous quatre, messieurs les ministres, Julia, Thomas. Donc, je suis ravi d'essayer de modérer cette table ronde. On avait, il y a peut-être quelques mots de contexte, même si les discours introductifs ont pas mal donné le décor des sujets que nous-mêmes nous allons aborder. Et puis la première table ronde aussi donne un petit peu de rampe de lancement à votre échange. Donc il y a, juste pour le contexte, il y a un an, on avait une table ronde avec les représentants des grands métiers de la finance à Paris. Et la question était un peu introspective. Est-ce que la finance fait tout ce qui est dans ses devoirs, dans ses missions pour être au soutien de la transition énergétique? Donc la bonne nouvelle, c'était que vous êtes tous, puisque vous êtes ce forum éminemment volontaire, voire volontariste. Comme on avait versé au dossier les travaux faits à l'époque par l'IFD sur la transition de la construction et du logement, ce que tu appelles, Grégory, la petite transition, mais petite diffuse, pas petite parce qu'elle ne pèse pas lourd dans l'empreinte carbone du pays, et puis que nous allons bientôt, l'IFD va bientôt publier son rapport sur l'agriculture. Néanmoins, à force est de constater que c'est compliqué de déclencher l'ensemble de ces décisions microéconomiques sur la base je dirais, d'un intérêt bien compris des acteurs qui vont financer, investir, placer leur épargne dans des projets de transition. Et donc, ce qu'on voulait cette année, c'est, avec vous-même, donc Arnaud Montebourg, ancien ministre, président toujours de Made in France et puis entrepreneur dans l'industrie et l'agriculture, très bien. Julien Normandie, ancien ministre, euh, euh, advisor de SWIP, et puis, CIO de SWIP, et puis advisor de Raise. Julia Reynaud, donc, qui est chez Breakthrough Energy, et puis Thomas qui dirige ING en France. Voilà, on voulait prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à ce débat réflexif de la finance l'année dernière, et voir ce qui coince, et comment on peut aller plus vite, puisque le constat est quand même qu'on a un peu un plafond de verre, et il n'y a qu'à regarder sur le cas de la construction et le logement, la peine qu'on a à suivre les trajectoires et les flux de dossiers qui devraient être constitutifs de notre trajectoire en tant que pays. Et sur l'agriculture, ce sujet-là, mais bien d'autres, hein. Déjà la capacité des agriculteurs eux-mêmes à prendre ces décisions d'investissement, et puis plus généralement les enjeux de solidarité de la filière, qui montre bien que ce n'est pas un sujet entre la finance et l'agriculture, mais qu'il faut mobiliser tous les acteurs de la transformation et de la distribution pour que quelque chose se passe. Donc voilà, justement avec vous, qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait retrouver la trajectoire qui est la trajectoire idéale ou espérée? Peut-être Arnaud pour commencer. Merci de votre invitation à Yves Perrier à l'Institut de la finance durable pour ouvrir ces débats. Après les analyses macro qui sont toujours, puisque comme les grandes moyennes statistiques, j'ai connu ça ici, sont toujours plus agréables à commenter que les analyses micro qui, elles, sont un peu comme le livre de Victor Hugo, un chef-d'œuvre qui s'appelle Choses vues, où on découvre la réalité de la société qui ne peut pas se tenir dans des moyennes statistiques. Et donc, moi, je voudrais vous parler de ça, vu d'en bas. Parce que je suis entrepreneur, donc moi, je ne suis plus ministre depuis 10 ans, 12 ans, donc c'est quelque chose qui appartient au passé. En revanche, le présent, c'est l'entrepreneuriat dans les startups industrielles et les startups agricoles. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas d'argent qui s'investit de façon, j'allais dire, naturelle. Les fonds d'investissement sont absents de manière générale. Ils sont présents sur le venture capital un peu. Sur l'amorçage, la BPI a rempli son rôle et fonctionne sur l'amorçage. Quand on arrive à la construction de l'usine, au passage au marché, c'est-à-dire que tout a été fait avant, on a dérisqué la technologie, on a les LOI de clients. Quand on arrive à ce stade-là, il n'y a personne en France. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit ça va au tribunal de commerce, dommage, soit c'est racheté par l'étranger. Voilà. Donc je vous dis ça parce que c'est un scénario qui est répétitif. Ce n'est pas une expérience purement personnelle, c'est un scénario que je vois partout. Donc il manque, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a eu un effort des pouvoirs publics qu'il faut saluer. France 2030 a eu pour objectif de faire naître et financer
les startups industrielles de la réindustrialisation à venir, donc sur des technologies beaucoup plus vertes, donc sur l'impact, donc tout ce qui se débat ici. Et c'est d'ailleurs ce que font naturellement les entrepreneurs. Ils ne vont pas reprendre les vieilles technologies brunes, ils vont chercher les nouvelles technologies vertes, donc c'est naturel, puisque de toute façon, n'importe quel investisseur pose la question. Et la réponse de l'État a été exemplaire, puisqu'ils ont mis des contreparties publiques à de futurs investisseurs privés. Les futurs investisseurs privés n'étant pas là, les contreparties publiques se sont éteintes. J'ai eu un dossier, moi, comme ça, 2 même. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas trouvé de banque, on n'a pas trouvé de fonds, on n'a pas trouvé ceci, on n'a pas trouvé cela. Donc, conséquence, on a perdu. Même la Caisse des dépôts, je la salue ici, qui prend des risques, est audacieuse, qui généralement met dans ses term sheets, pardon, je vais parler en français moderne, dans ses protocoles d'accord, met des conditions suspensives à l'arrivée de tel financement bancaire, tel investisseur en fonds propres, qui ne sont pas là. Hop, tout ça s'en va. Donc on a un problème sur l'épargne privée, son fléchage vers la nouvelle industrie, la nouvelle agriculture. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais que la Cour des comptes nous dise exactement ce qui s'est passé avec tous les efforts de France 2030, où l'argent qui est revenu, nous on a rendu peut-être 4-5 millions à France 2030 sur des projets, on les a financés autrement, je vais vous dire comment. Aujourd'hui, ceux qui financent, et avec des petits bouts, des miettes, des efforts surhumains, c'est les family office, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont réussi et qui, eux, prennent le risque. Les fonds d'investissement, excusez-moi, à l'impact, ils sont 5%, le reste, ça part, je ne sais pas où, aux États-Unis. Bon, on connaît ça. Il y a eu ici une mission de M. Tibi, je ne sais pas s'il est dans la salle, j'aimerais le saluer. M. Tibi a été nommé par M. le maire, pendant le septennat, le maire, pour qu'il aille chuchoter à l'oreille des grands LPs, des puissants, avec une forme d'insistance disant il faut que vous mettiez l'argent pour l'industrie, la réindustrialisation, la tech française, etc. Bien sûr, les fonds ont pris les recommandations Tibi, mais ils ont fait tout autre chose que de financer la France. L'argent continue, et c'est ce qui se dit. On le sait dans le milieu des fonds, etc. Bon. Donc, on n'y arrive pas par le sourire amical. Donc, il va falloir maintenant prendre des mesures de, j'allais dire que tous les États souverains prennent, dire moi, mon épargne, je suis désolé, je veux 5% de l'assurance vie qui va là, je veux réorienter les ressources dont j'ai le contrôle à la Caisse des dépôts, je vais les mettre là. Donc, il faut créer d'urgence des fonds souverains dans l'industrie, l'agriculture, qui peuvent être gérés par le privé. C'est pas un problème c'est pas sous contrôle public, mais il faut mettre de l'argent autoritairement, géré selon les conditions de l'investisseur avisé, pour reprendre le jargon de la Commission européenne, mais qui va venir refaire l'industrie et l'agriculture française. Voilà. Donc le système incitatif et un peu coercitif actuel ne suffit pas. Je ne sais pas comment vous parlez, monsieur, je ne vous connais pas bien, mais je voudrais vous dire, puisque nous sommes tout à fait entre nous, on s'en fiche. Ça ne marche pas, donc qu'est-ce qui marcherait ? Coercitif, la planification. Moi, j'ai toujours entendu des gens dire « Comment vous êtes pour la planification, le gosse-plan ?» Je dis « Écoutez, moi, dans mes boîtes, je fais un business plan. Je fais des plans d'affaires tous les jours, puis on le refait, on change, on évolue. Et pourquoi l'État ne ferait pas ? Et pourquoi on ne pourrait pas avoir un plan ? Les Chinois, ils ont réussi leur entrée dans la mondialisation parce qu'ils ont planifié l'utilisation de leurs ressources humaines, technologiques, scientifiques, financières. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Julien, peut-être une sensibilité un peu plus l'efficacité des marchés. Avec plaisir, bonjour et merci d'avoir reconstitué ce début d'Amicale d'anciens ministres ici à Bercy. La thématique est incroyablement importante. Moi, j'ai aujourd'hui une vision à la fois d'entrepreneur et à la fois de conseiller d'un fonds d'investissement. Donc, j'ai les deux parties du spectre, si je puis dire. La réalité, c'est que, comme le dit Arnaud, un projet SaaS avec beaucoup d'EBITDA dérisqué, on n'a aucun mal à trouver un financement. Un projet agricole de temps long avec une nouvelle technologie,
faut vraiment en vouloir à fond pour réussir à trouver le financement. Et souvent, d'ailleurs, ce n'est pas une question de financement public, hein, parce qu'il y a très souvent soit la BPI, soit la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, ou que sais-je, qui vient épauler, mais il faut trouver l'autre contrepartie et la partie privée. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle est la source du problème ? Est-ce que c'est les personnes qui gèrent le fonds de private equity ou l'assurance vie, les allocations d'actifs, qui sont tous des mauvais bougres et qui s'en contrebalancent, qui de l'agriculture, qui du logement, etc. À l'évidence, non. D'ailleurs, la grande partie de ces personnes ne gèrent pas leur propre argent, elles gèrent de l'argent venant de LP, et ces LP eux-mêmes donnent des conseils, enfin des guidance à l'ensemble de ces personnes. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, on a un double problème qu'on n'a jamais réussi à résoudre. Ou j'ai peut-être une proposition pour réussir à le résoudre, mais qui ne fait pas trop consensus, en tout cas d'un point de vue politique. La première des difficultés, c'est la fameuse tragédie des horizons de McCartney, la temporalité. Vous prenez un projet dans le monde agricole, la première année n'est qu'un premier test. La deuxième année est une confirmation du premier test. On dit souvent que dans le monde agricole, vous avez 42 tests dans votre vie. Parce qu'un test, c'est une saison et que vous voulez mettre un nouveau système de biocontrôle dans un champ, vous devez aller le tester. Et pour peu que cette année-là, vous ayez une spécificité de temporalité, vous n'avez pas pu avoir tous les indicateurs, etc. Dit autrement, la rentabilité, le retour sur investissement est 1000 fois plus long que dans plein d'autres projets. Et aujourd'hui, on le voit bien, une sortie à 5-7 ans est une sortie beaucoup trop courte dans de nombreux cas du domaine agricole. Mais sauf qu'elle est belle l'affaire, parce que si vous n'avez pas des personnes qui viennent investir dans des nouvelles solutions agricoles parce qu'ils n'ont pas la capacité d'attendre aussi longtemps, vous n'avez que les personnes qui n'ont plus ce lien à cette temporalité qui arrive, donc certains family office, des personnes qui ont la capacité de vraiment faire de l'allocation d'actifs sur du temps très long. Et le deuxième élément, c'est évidemment une question de rentabilité. On en parlait avec Yves Perrier, que je salue tout à l'heure. Ici, le ministre actuel s'est fait taper sur les doigts très fortement par le monde économique quand il a dit sur une chaîne de radio « Je pense qu'il faut reconsidérer la rentabilité des entreprises ». Moi, je pense qu'il y a un énorme sujet sur la rentabilité du capital. Je pense que le vrai sujet, c'est la rentabilité du capital. Aujourd'hui, on a créé un système où la rentabilité du capital financier ne prend pas en compte la rentabilité des autres capitaux qui lui sont associés, l'externalité positive ou négative, l'environnement, le social, et surtout à des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. Je vous donne un cas très concret. Les institutionnels ont totalement déserté le monde du logement. Vous n'avez plus personne qui finance le logement dans notre pays. Très peu. Ce n'est pas complètement vrai, mais enfin, de manière générale, très peu. Et en fait, on chérit les causes dont on déplore les conséquences. Aujourd'hui, la principale inégalité sociale dans notre pays, c'est le logement. Le principal biais à la transition agroécologique, c'est le logement. Parce qu'en 30 ans, on a diminué par 2 les dépenses alimentaires dans notre pays parce qu'on devait payer le logement. Mais vous n'avez plus personne qui finance du logement. Et pourquoi plus personne ne finance du logement ? Parce que le TRI triple net, c'est 4, 4,5. Et donc, d'un côté, vous allez avoir ceux qui vont dire « mais moi, je vais prendre des OAT totalement dérisqués » et de l'autre côté, des personnes qui vont dire « je vais faire du private equity à 10, 12 ou de l'infra à 12, 15, mais le logement ne m'intéresse pas. » Et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Si on peut jeter la pierre aux uns aux autres en disant « vous faites mal votre boulot », mais enfin, les personnes, ils gèrent de l'argent, ils disent « moi, j'ai une rentabilité élevée de temps court ». En fait, il faut accepter une rentabilité plus basse de temps long, hyper dur. Donc, est-ce qu'on dit, on fait une loi en disant, on réalloue, par exemple, de l'assurance vie vers d'autres secteurs ? Il est fort à parier qu'on ait le même problème in fine. Et d'ailleurs, Arnaud s'en souvient, on a tenté, quand je n'étais pas ministre, j'étais conseiller, Arnaud était ministre, et il y avait un autre ministre des Finances. On a tenté de faire de la rélocation d'actifs sur l'assurance vie, hyper dur. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand vous faites de la rentabilité plus faible et du temps long, à un moment donné, il faudra avoir le courage d'ouvrir la question des fonds de pension. Et notamment des fonds de pension gérés par le paritarisme. Parce que là, vous avez du temps long et là, vous pouvez accepter d'avoir une rentabilité
inférieur. Mais il me semble qu'il faut vraiment bien nommer les choses. La question fondamentale, c'est que la rentabilité du capital telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit dans son montant, dans sa durée, ne devient plus possible vis-à-vis des secteurs vitaux que sont le logement, l'agriculture ou d'autres secteurs de première nécessité. Et tant qu'on ne le dit pas aussi clairement, on n'arrivera pas à trouver des solutions. Julia, peut-être une perspective avec votre angle énergie, où vous essayez de trouver quand même une voie économiquement viable dans le cadre réglementaire tel qu'il est et avec l'état des demandes plus ou moins solvables que vous rencontrez. Merci beaucoup. Effectivement, Julia Reynaud de Breakthrough Energy. Pour ceux qui ne connaissent pas Breakthrough Energy, on a été fondé par Bill Gates au moment de la COP 21. Et je dirais qu'on a particulièrement essayé d'adresser l'impact. Et la façon dont nous, on voit l'impact, c'est en termes de réduction d'émissions de CO2. Donc, on investit dans des technologies, on soutient des entreprises qui ont cet impact disruptif. C'est pour ça qu'on a le nom Breakthrough. Mais également, on travaille sur cette question de où flécher cet argent et dans quelles entreprises, avec l'idée qu'il faut réduire le coût de la transition, et c'est-à-dire ce qu'on appelle le premium. Je dirais que quand on a été établi, aujourd'hui, on continue à soutenir des chercheurs avec des subventions. On continue d'investir dans les entreprises. On a investi dans un portefeuille de plus de 130 entreprises. Et on a rajouté à notre arche, je dirais, le financement de projets. Et je reviendrai sur ces aspects de financement de projets, sur les premiers démonstrateurs et sur les premiers à grande échelle, parce que je pense qu'effectivement, on revient sur un point qu'on a commencé à parler, mais qui est le besoin de flécher les différents types de financement et de travailler entre le public et le privé de façon différente. Je rejoins complètement ce que vous avez dit, Julien, qui est, on est dans des cycles, en tout cas quand on parle de l'énergie ou quand on parle de l'industrie lourde, on est dans des horizons où le return on equity, il n'est pas de 5 ans. Donc la façon dont on avait monté nos fonds 1, fonds 2 de venture, on est vraiment dans une dimension de capital patient. Et l'autre élément, c'est évidemment de flécher vers les technologies qui ont le plus d'impact. Au niveau français, on a investi dans certaines sociétés. Vous connaissez peut-être Diocycle qui travaille sur la conversion du CO2 en éthylène. On a investi dans une société qui fait de l'hydrogène naturel, Montelate. On a investi dans des sociétés, une société qui fait du ciment bas carbone, Ecosem. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans ce qu'on appelle vraiment le hardware. Dans ce que nous, on voit, on a essayé d'approcher un peu cet exercice pour dire, bon, effectivement, il y a un problème de financement. Il y a évidemment un problème de montant de financement disponible, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, qui est quel type de financement. Ce que disait Diego au début, quand on est une early stage, on a besoin de financement en equity. Bon, on a quand même fait des progrès en France. On voit des levées de fonds l'année dernière de 3,2 milliards qui se sont réduits cette année, il y a 2 ans, mais qui se sont réduits l'année dernière. Mais on est quand même dans une liquidation quelque part de ce marché de LP. En revanche, là où ça bloque, c'est vraiment quand on est dans le passage à l'échelle. Nous, comme je vous disais, on a investi dans un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont dans leur premier pilote, dans leur premier démonstrateur, dans le premier passage à l'échelle. Et là, vous n'êtes plus du tout dans un même système de financement. Il faut des capitaux qui soient des capitaux en equity, mais aussi non dilutifs avec de la dette. Nous, on a essayé d'approcher la question de se dire, bon, est-ce qu'il y a assez d'argent public ou assez d'argent privé? Mais en fait, on a approché la question un peu différente, où on a regardé, mais est-ce qu'il y a un marché? Aujourd'hui, en Europe, on est très bon pour fixer des objectifs quantifiés. Je vous donne à titre d'exemple l'électrification, où maintenant, dans le Clean Industrial Deal, on parle de 32% de l'énergie qui doit être électrifiée, enfin de consommation. On a approché également l'hydrogène vert, où on a mis une couleur dessus, où on a dit qu'il fallait 20 millions de tonnes de production à la fois emportée et à la fois domestique. Et on a regardé, est-ce qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, est-ce qu'on a ces décisions d'investissement ? Effectivement, on a regardé l'électrification, on a dit que c'était un mirage d'électrification, et notamment avec la difficulté d'électrification de la chaleur industrielle. Dans l'hydrogène, on a aussi utilisé des éléments qui étaient le secteur qui fonctionne le plus, où on voit des décisions d'investissement pour l'achat d'hydrogène. On est dans le secteur du raffinage. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obligations et il y a des compensations. Donc on avait dit que c'était getting pumped. Dans le secteur de l'aviation, alors qu'il y a des obligations d'achat et des pénalités, mais que finalement tout le monde se regarde en disant mais moi j'ai pas encore la capacité de financer des SAF qui vont être un peu plus chers. On avait dit waiting for take-off.
Et par contre, dans le secteur maritime, qui pourrait être un débouché pour l'hydrogène et les fuels, ben là, on était plutôt dans un thinking before we sail, parce qu'on ne voit pas de décision d'investissement, parce qu'il n'y a pas d'obligation autour de la demande. On a en tout cas d'autres façons de réduire les émissions de CO2 par rapport au fuel en particulier. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je reviens sur les points, tout d'abord, d'un business case. Quelle est la rentabilité de ces projets, mais sur la base de combien est-ce que ça coûte, quel est le premium, mais ensuite, quelle est l'obligation finalement qu'il va y avoir pour un marché de cette création. Et ensuite se pose la question, quel est le rôle des pouvoirs publics, quel est le rôle de différentes sources de financement, on a parlé des garanties publiques, quel est ce rôle-là dans l'accompagnement de ces projets. Et je pense qu'on est véritablement dans cette construction aujourd'hui, où on voit un certain nombre de projets qui sont proches du FID, de la décision finale d'investissement, mais qui ne passent pas ce passage à l'échelle parce qu'ils ont encore besoin d'un accompagnement. Et finalement, on se pose la question, quelle va être la réponse, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, pour arriver à accompagner ces projets pour qu'il y ait finalement une décision d'investissement. Donc après, il y a effectivement tout un tas d'éléments qu'il faut déconstruire, mais je pars d'un point qui est, on a cet objectif de transition. Mais quand on regarde, est-ce que finalement il y a des décisions d'investissement? Oui, il y a les problèmes de capital, d'equity, il y a les problèmes de dette, mais il y a aussi le problème de rentabilité, non pas à 10-15%, mais la rentabilité des projets et quel est l'accompagnement, comme on a vu avec le solaire et l'éolien il y a quelques années, pour arriver à rendre ces projets rentables. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour tous ces projets qui sont presque du passage à l'échelle, mais qui n'y arrivent pas? Alors Thomas, tu es le banquier de la table ronde. Donc, comment tu vois, vous voyez du point de vue d'ING, votre rôle dans le dérisking de ces projets et puis la prise en compte de ce temps long, qui est un temps qui n'est pas usuel dans l'analyse financière? Réconcilier le temps long et le temps court, c'est effectivement un point tout à fait clé pour réussir cette transition. Et pour répondre à ce qui coince, quelques éléments quand même à soulever. La première chose, c'est qu'il faut sans doute arrêter d'essayer de réconcilier des injonctions contradictoires. Nous sommes au pied d'une montagne, on veut atteindre le sommet qui est d'être net zéro à horizon 2050. Et notre objectif, ça doit être d'atteindre le sommet de la montagne. Ensuite, à nous d'être agiles sur le chemin à parcourir en fonction de la réalité de l'environnement extérieur. Pour vous donner une petite illustration, on a réalisé très récemment une étude auprès des directions générales des plus grandes sociétés européennes et pour comprendre quel était l'impact dans leurs priorités des événements géopolitiques. Eh bien, les trois priorités pour ces directions générales, c'est tout d'abord d'avoir un accès à l'énergie de manière pérenne et à des prix abordables. C'est ensuite de sécuriser leur supply chain en fonction des différents événements que l'on voit sur la planète. Et troisièmement, d'essayer d'identifier quels peuvent être les nouveaux marchés dans un monde de plus en plus polarisé. La sustainability n'intervient plus dans ces trois priorités. C'est le premier point, gardons le cap sur le haut de la montagne. L'autre élément, c'est que pour susciter l'adhésion collective, il est aussi temps d'avoir un dialogue de vérité. Et le dialogue de vérité, c'est de dire que nous avons fonctionné pendant des années dans une économie où la contrainte écologique n'existait pas. Et le point d'équilibre d'une économie sous une nouvelle contrainte écologique, c'est nécessairement un point d'équilibre dégradé. Cela a un coût et la question, c'est comment répartir ce coût de manière juste et équitable entre l'ensemble des parties prenantes. Les entreprises, les salariés, les actionnaires, les États. Et bon nombre d'études sociologiques montrent que les citoyens sont tout à fait prêts à l'effort. Là où ils ont une crainte, c'est l'injustice de l'effort. Et donc, à nous, en tant qu'acteurs économiques, dans les domaines où nous opérons, de s'assurer que nous
payons le prix de cette transition à un juste prix. Et le dernier point pour rebondir sur ce qu'on a entendu et qui est d'un point de vue financier tout à fait essentiel. Je crois que l'industrie financière se doit d'atteindre un niveau de maturité qu'elle n'a pas encore aujourd'hui. Financer la transition, c'est accepter effectivement des rendements économiques que la nouvelle économie peut servir et qui sont des rendements plus faibles que ce que nous avons connu pendant des années. Et revoir les attentes de rentabilité, c'est un point tout à fait essentiel pour continuer à aller de l'avant. D'un point de vue très pratique, qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde la profitabilité du CAC 40 ces 2 dernières années, c'est à peu près 150 milliards de résultats chaque année. Sur ces 150 milliards, la moitié sont retournés aux actionnaires. Pour quelle raison? Eh bien, pour la simple raison que continuer à investir dans la transition, alors même que nous sommes tous en retard, ça signifie servir une rentabilité aux actionnaires qui est en deçà de leur espérance. Et donc la logique de l'action financière, c'est de redistribuer ces profits aux actionnaires parce que malheureusement, l'investissement marginal que je peux réaliser comme dirigeant d'entreprise dans la transition ne viendra pas répondre aux attentes de mes actionnaires. Et donc, ça, quand on a ce discours-là, effectivement, on se prend des scuds en retour parce qu'on est encore dans un environnement où, si vous regardez l'Eurostoxx ou le CAC 40, un tiers des investisseurs institutionnels sont des investisseurs notamment nord-américains. Pour ces investisseurs-là, la transition est un critère tout à fait secondaire par rapport à l'impératif de rentabilité. Et donc à nous de susciter le dialogue frontal avec les asset managers, avec les fonds de pension qui sont derrière, pour montrer qu'il est indispensable de réconcilier le temps court et le temps long. Est-ce que je peux spoiler juste pour rebondir sur 2 points que vous avez dit, Thomas. Le premier, c'est, moi je suis toujours frappé, c'est un peu comme le commerce équitable. C'est-à-dire qu'il n'y a que nos sociétés où on a créé des labels de commerce équitable. C'est-à-dire qu'il faut indiquer là où c'est équitable, et par contre, dès que ce n'est pas équitable, on ne l'indique pas. On devrait créer des labels de commerce non équitable et mettre des pastilles partout, c'est pas équitable, plutôt que de faire de l'équitable la spécificité, quoi. Et c'est pareil sur les rendements. Aujourd'hui, on dit qu'il faut accepter que la transition écologique est un rendement inférieur. Mais en fait, moi, mon point, il est totalement autre. Il est de dire qu'il faut accepter que la rentabilité du capital ne soit pas que la rentabilité du capital financier, mais aussi humain et environnemental. Dit autrement, quand mes fameuses théories des avantages comparatifs de Ricardo, Smith et tout le tout team, où aujourd'hui des économies fondées uniquement sur des compétitivités coûts, lorsque le capital financier est au plus haut parce que le capital environnemental est dégradé et c'est cette dégradation qui vient me faire augmenter mon capital financier, il faut que j'ai le rendement de ce capital qui soit inférieur à celui qui aura un capital financier moindre mais un capital environnemental plus haut. Il faut inverser la tendance. Je veux dire, faut remettre, faut se dire comment je crée de la valeur là-dessus plutôt que une acceptation d'une dégradation, si je puis dire. Et le deuxième point, moi je suis à fond pour le dialogue frontal, etc. Je dis juste, il y a un moment donné, en 2000. Enfin, vous l'avez dit très gentiment, mais moi, si je le dis moins gentiment, en fait, aujourd'hui, de manière générale, ceux qui allouent les actifs, ils sont contrequart de l'environnement. Ce que vous avez dit d'ailleurs, hein. On dit l'énergie, mais l'énergie, en fait, c'est l'énergie à bas coût, et donc c'est d'aller là où l'énergie est la plus faible. L'énergie décarbonée ou carbonée,
c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. La supply chain, c'est pas du tout le devoir de vigilance, le Rana Plaza, etc. C'est où est-ce que je suis sûr que je n'aurai pas de risque d'approvisionnement du début à la fin dans ma supply chain. Et donc moi, je pense qu'il y a quand même un truc. En 2021, le CDP, qui est la grande organe de gouvernance du climat, ils ont fait un test sur 27 000 milliards d'actifs sous gestion. 27 000 milliards. Il y avait moins de 1% conforme avec l'accord de Paris. Donc moi, j'appelle tous ceux qui, tous les matins, se disent comment je fais mes choix d'allocation d'actifs, de se dire comment on crée, alors pour le coup, non pas l'amicale des anciens ministres, mais l'amicale de tous ceux qui se disent il y a un truc qui ne tourne pas rond, il faut qu'on change cette donne-là, avec une création de valeur, pas du tout une dégradation de valeur. Là où c'est hyper difficile, c'est que si n'importe qui d'entre nous, vous allez à votre banque et votre banquier vous dit écoutez monsieur, j'ai 2 possibilités, vous déposez ici, vous aurez 3% de rentabilité, mais ce sera hyper propre, green, tout le team, et là vous avez 7%, mais je ne sais pas où sont utilisés les fonds, il est fort à parier qu'à la fin des fins, vous êtes quand même assez attiré par le 7% que le 3%. Donc je ne veux pas jeter la pierre à quiconque, tout le monde a une responsabilité. Mais moi je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil, une action hyper forte sur cette allocation d'actifs, sinon on n'y arrivera pas. Alors Julien, je rebondis sur ton point, parce que l'IFD a travaillé à un guide de l'analyse financière moderne, qui essaie de factoriser le financier et l'extra-financier pour que finalement on ne soit dans une schizophrénie où on oppose les deux. Donc on a bien ces indicateurs synthétiques qui peuvent du coup flécher proprement l'épargne, donc, parce qu'on a cette vue inédite, synthétique. Mais juste pour caricaturer, on a quand même des schizophrénies partout. Donc chez le citoyen, quand il est propriétaire, quand il est consommateur, quand il est épargnant, puisqu'il finalement ce qu'il vit comme impératif de transition comme citoyen, il l'oublie, ou en tout cas il le met au second rang dans ses autres situations de la vie. Et puis l'entreprise qui serait peut-être prête à investir, mais qui subit, ou en tout cas est encore régie par un EBITDA à l'ancienne, je dirais. Donc comment on sort de ces deux... Mais ça, c'est pas on est d'accord, hein, mais on se bat. Alors après, c'est tous les sujets, par exemple aujourd'hui sur la CSRD ou autre. C'est simplement de se dire demain, il faut qu'il y ait autant de poids dans les normes extra-financières que dans les normes financières. C'est aussi simple que ça. Et tous ceux qui disent c'est quand même très embêtant, pour ne pas dire plus, d'avoir toutes ces normes extra-financières, c'est super complexe, etc. Mais enfin, n'importe qui ne peut pas s'inventer DAF d'une société. C'est hyper complexe, les normes financières. Donc c'est normal que ce soit un peu lourd, les normes extra-financières. Mais c'est que comme ça. En revanche, et ça rebondit sur ce que disait Arnaud tout à l'heure, une grosse différence entre l'épargnant et l'asset manager, c'est que l'asset manager, il est avisé. L'épargnant, il n'est pas forcément avisé. C'est quand même une grosse différence. Et le deuxième point, en une proposition, moi j'invite tous les asset managers, tous, que vous soyez asset manager, gestionnaire d'un assureur vie, etc., publiez les allocations d'actifs que vous avez sur le continent américain. Publiez. Très bon. En transparence. Et ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais franchement, moi ça me rend... Je ne veux pas faire mon Arnaud Montebourg dans le texte, hein. Mais moi, dommage. Exactement. Mais moi, ça me rend dingo de me dire qu'on est en train de financer l'hypercroissance américaine fondée sur du gaz de schiste, alors que l'économie décarbonée européenne dans laquelle on se bat, on n'arrive pas à le financer, et que des projets de logement, d'agriculture et autres, on n'arrive pas à trouver de financement. Il y a un truc qui ne tourne pas rond, donc on peut se dire, c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est un système, c'est un truc. Mais déjà, faisons cette grande amicale de Bercy. Ce serait un peu bizarre quand même parce qu'on ne sera pas crédible, cette grande amicale de l'IFD, en disant on se réunit et on se retrousse les manches et on se dit on publie tout ce qui est exposé aux US et nous on crée de la valeur, pas dans une niche, dans une norme. Voilà. Pardon Arnaud parce que je t'ai piqué la colère c'est bien. La colère appelle à l'action. Alors du coup Arnaud, l'action. Alors d'abord je veux remercier l'ensemble des intervenants qui convergent quand même sur la question de la rentabilité du capital. Bon, c'est un sujet qui a été évoqué par le ministre actuel de l'économie et des finances, qui a fait réagir très négativement, mais ça s'appelle un choix de société. D'ailleurs, je tiens à dire ici, pour montrer à quel point la contagion marxiste est puissante en ce moment, que c'est la ligne de la CGT et du Parti communiste français qui se plaint de l'excès de rentabilité du capital, que j'approuve personnellement. Je pense que l'excès de rentabilité
pose un énorme problème à la cohésion des sociétés. Donc, comment ça se régule? Ça, c'est un autre sujet et je voudrais entrer dans le débat. Donc, je voudrais remercier ceux qui convergent d'une manière ou d'une autre. Le système bancaire, souvent, je me pose la question parce que quand on est une PME ou une TPE, enfin, on sait, on s'auto-censure, on ne va même pas à la banque, on sait très bien qu'on n'aura jamais de crédit bancaire. Bon, donc on le sait. Moi, j'ai tout fait depuis presque 6, 7 ans maintenant. J'ai tout financé presque sans banque. D'ailleurs, on ne demande jamais rien à une banque. On demande à une banque quand on n'a plus besoin d'elle. Ça, c'est le bon sens populaire de l'entrepreneur de base que j'ai rejoint, vous voyez. Donc, pourquoi? Et souvent, on se dit, on se prend à rêver. Qu'est-ce qui vaut mieux? Des banques florissantes et une économie atone, la France, ou des banques un peu moins brillantes dans leur bilan, leurs résultats, et une économie robuste, Italie, Allemagne. C'est un débat de société, c'est des choix, ça. Donc c'est intéressant parce que c'est la préférence collective pour le risque, pas le risque, et c'est des choix. Bon. C'est comme la question de l'épargne. Où est-ce que va notre épargne? 94% de l'épargne des Français va dans l'immobilier. Bon, alors, tout le monde est à l'immobilier. Je connais personne qui n'a pas un projet ou qui, même s'il n'y arrive pas, cherche à financer. C'est normal, c'est la France, c'est la pierre. Bon, mais on a besoin du reste. Comment on fait bouger ces préférences collectives? Voilà. Plus d'économie réelle, moins de rentabilité financière, plus de risque entrepreneurial, moins de rente immobilière, moins de rentabilité bancaire, plus de réindustrialisation ou de réagricolisation, comme dirait monsieur le patron de la BPI du Fond. Alors maintenant, comment on fait? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Avec la confrontation des systèmes économiques et le surplomb et la capture de valeur qu'exerce le système numérique américain dans lequel nous nous sommes mis en position décrite par l'excellent Étienne de la Boétie de servitude volontaire. Le rapport Draghi a mis les choses sur la table, on peut le remercier. 30% de la valeur, de l'écart de valeur, de croissance créée entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est le pompage de la valeur par le système numérique. Voilà. Il n'y a pas d'écart sur l'industrie et l'agriculture différente entre l'Europe et l'Amérique. Le miracle, c'est qu'on leur a donné nos valeurs, nos données, notre argent et notre création de valeur. Voilà. Et qu'avec cet argent-là, comme le disait très bien Julien, nous alimentons avec notre épargne, nous alimentons les marchés, nous allons chercher la valeur chez eux, et ça revient en rachat de toutes nos entreprises. Donc notre épargne sert à enrichir les Américains qui nous avaient service. C'est tout, voilà. Bon, alors comment on fait? Il n'y a pas d'autre solution, pardonnez-moi monsieur, je sais que les esprits ne sont pas encore mûrs, mais nous sommes là pour les faire progresser. Il n'y a pas, face à cette violence économique, d'autre solution que la défense économique, donc le protectionnisme est la seule solution. Il est industriel, on tarde à venir vis-à-vis des Chinois. Il va devenir numérique parce qu'à un moment ou à un autre, on va être obligé, comme dans le réarmement militaire, substituer des opérateurs à d'autres, remplacer les F-35 par des Rafales. Il va falloir faire la même chose en réarmement numérique. Et puis enfin, le système financier va retrouver ce qui existait avant l'acte unique. 1986, je rappelle que c'est des Français qui étaient au FMI, à l'OCDE ou à la Commission européenne qui, à l'époque, ont dérégulé la finance mondiale. Ce pas les Américains. Eux en ont mieux profité que nous. D'ailleurs, il y avait Pascal Lamy dans les œuvres complètes de cette époque, très libérales, qui ont dérégulé la finance. Mais avant, on contrôlait ce qu'on faisait de notre épargne. On pouvait dire ça, vous n'allez pas vous investir là. D'ailleurs, on faisait un peu ce qu'on a fait avec les avoirs russes, avec les propriétés des oligarques. On vivait dans un monde qui était derrière des remparts, parce qu'ils nous protégeaient. On a abattu ces remparts, et maintenant on se dit comment on va faire pour les reconstruire, parce que nous en avons un cruel besoin. Eh bien, la proposition que j'ai esquissée tout à l'heure, c'est celle que je fais depuis 10 ans, sans jamais avoir été entendu
par quiconque, même quand j'étais ici, tout le monde disait « t'es fou ». Bon, et puis vous allez voir que les fous finalement finissent par devenir raisonnables, parce que tout le monde devient fou, c'est le sketch de Raymond DeVos. Hein. Et donc l'histoire est la suivante, c'est que je dis voilà, 5% des encours d'assurance vie, il y a quand même 2500 milliards en stock, il y a à peu près 150 milliards de collectes, de cotisations annuelles d'assurance vie. Je sais qu'il y en a ici dans la salle des collecteurs d'assurance vie, je les salue et les remercie, parce que ça c'est un atout dans nos ressources, c'est un des atouts fondamentaux de l'économie française. Nous avons un taux d'épargne qui est capturé, mais il n'est pas utilisé. Ce sont nos fonds de pension d'ailleurs. On pourrait les convertir un peu en fonds de pension si on décidait d'en faire quelque chose. Donc moi, je suis pour que 5% des produits de cette épargne aillent obligatoirement sur l'économie nationale. Ça s'appelle du protectionnisme. Très mauvais mot, mais excusez-moi de l'exprimer avec fierté et, goût. J'ai beaucoup de goût à le prononcer. Pourquoi ? Parce qu'enfin, on comprend que l'Europe ne pourra pas survivre autrement, et dans l'Europe, notamment la France. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ces encours vont faire tomber un peu la rentabilité des portefeuilles. Et alors ? C'est ce que tout le monde demande. Ça se fera en douceur, de façon marginale. Et quand l'épargnant qui, par exemple, va à l'affaire écouter Gérard Beckerman annoncer les 2,05 de rentabilité sur les placements de l'année, il va tomber à 1,70, ben il dira c'est de la faute du gouvernement qui ? Et là, tout le monde dira mais le gouvernement, c'est nous tous. C'est parce qu'on a décidé de privilégier le Made in France. Bon, est-ce que ça, on peut le faire ? Puis les banques, on va falloir, je l'ai dit à Madame Lagarde, un jour je la crois, je dis, vous savez, sur les PME, TPE, ça ne va pas fort. Hein, il y a beaucoup d'argent, mais il n'y en a pas beaucoup dans l'économie réelle, pas assez en tout cas. D'ailleurs, les banques françaises ont des résultats absolument insolents. Il ferait mieux de s'occuper de laisser moins partir des entreprises dans les tribunaux de commerce, qui, en revanche, là, connaissent un record d'affluence. Hein. On n'est pas loin on a dépassé la grande récession 2008-2009 sur les niveaux de faillite. Alors, il y a le prix de l'électricité, et il y a les PGE, pardon. Les PGE qui sont évidemment une des causes, puisque l'État maintenant et les banques font du recouvrement. Donc, évidemment, s'ils font du recouvrement sur des niveaux d'endettement qui étaient eux-mêmes exceptionnels, ben, on se retrouve avec un niveau de faillite exceptionnel. Donc, quand on a tout ça mis bout à bout, ben, on voit pourquoi on recule et pourquoi on n'avance pas. Donc, on va être obligé de prendre des mesures beaucoup plus coercitives, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, de façon à ce qu'on fasse avancer nos intérêts. C'est notre intérêt de le faire, et dans ce cadre-là, peut trouver à se financer la transition écologique. Parce que là, le cadre est absolument acceptable. Et comme l'Europe est à l'avant-pointe de cette, j'allais dire, à la fois période de la vie sur Terre, mais aussi des valeurs que cela signifie, du respect de la nature, et la projection de l'humain dans cette nature, pour lutter contre le slogan « Drill, baby, drill », eh bien, il va falloir réinventer le système financier. Et donc, nous sommes en compétition avec un système financier qui est prédateur, qui est excessivement gourmand, qui est impatient. Donc, nous allons devoir réinventer un système financier. Donc, le monde de la finance en Europe va devoir se transformer. Ben, c'est comme quand on va devoir se passer de l'OTAN et décider d'acheter des Rafales et mettre 800 milliards sur la table pour refaire des munitions en Europe. Voilà. Alors Thomas, Julien, en professionnel de la finance, comment vous réagissez à cette perspective ? Si vous voulez, je pense qu'on est aligné sur le constat qu'il faut une réallocation du capital vers cette transition. Ensuite, à titre personnel, je suis convaincu qu'avoir un discours rationnel basé sur des fondamentaux économiques suscitera beaucoup plus l'adhésion qu'un discours idéologique axé et centré sur la force et la directive. Je me permets, Julien, juste de terminer sur ce point-là. Pardon, parce que, et pour te laisser rebondir dessus, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que la rationalité incite à ne pas faire.
Et que c'est là où c'est hyper difficile. Depuis des années, on dit aux gens, faites, soyez rationnels. Par exemple, rénover énergétiquement un logement, ça n'est pas rentable. C'est rentable à l'échelle de la copro, mais c'est pas rentable à l'échelle de l'individu. On leur a fait croire que c'était rentable, c'est pas vrai. C'est pas rentable. On reste 8 ans et demi en moyenne dans un logement. Et donc, dans ton discours, la seule difficulté, c'est que si tu dis à tout le monde, faut pas de discours idéologique, il faut pas pousser, etc. Ayons un discours rationnel. En fait, la rationalité incite à ne pas faire. Ici, il y a plein de gens qui sont soumis au fameux effet dénominateur. Rationnellement, du fait de l'effet dénominateur, parce que les taux ont monté, vous avez diminué l'exposition en private equity et au logement. C'était rationnel. Alors, la grosse limite à ce que tu indiques, Julien, c'est que le temps long est un temps rationnel. Et sur le temps long, il y a une réelle motivation économique à investir dans la transition. Et c'est ce que font les sociétés de gestion dont les clients ont cette capacité à investir sur le temps long. Les fonds de pension sont des fonds de pension qui, d'une manière générale, sont des éléments tout à fait moteurs pour accélérer dans la transition. Parce que leur horizon, c'est de servir les retraites de leurs clients individuels dans les années à venir, au-delà des 3-4 ans. Et donc, il est tout à fait impératif, c'est vrai, de réorienter une épargne que nous avons en Europe qui investit essentiellement sur du court terme, du dépôt bancaire, c'est 10 000 milliards d'euros sur la zone euro, vers des investissements qui sont plus axés sur le long terme, plus vers la transition et avec une prise de risque plus élevée pour venir servir les retraites complémentaires que nos industries et que nos sociétés axées sur un système de retraite par répartition n'ont plus les moyens de servir aujourd'hui. Et donc, il y a forcément un schéma où on arrive à réconcilier les intérêts des uns et des autres. Et la force publique a un rôle tout à fait clé à jouer dans la définition des règles du jeu, en donnant une visibilité à long terme, mais diriger l'action individuelle sans rationalité économique est quelque chose auquel je ne crois pas. Et donc, ayons ces discussions argumentées avec les directions d'entreprise, avec les asset managers, avec les clients qui confient leurs fonds aux asset managers pour prouver l'impératif de réconcilier le temps court et le temps long. C'est pour moi effectivement la voie du futur. Julia, moi, je regarde le débat aussi d'un point de vue, effectivement, le fléchage de l'épargne, le fléchage des fonds de pension vers l'économie réelle. Je pense qu'il est indispensable d'aligner ce fléchage vers une politique industrielle, vers une stratégie industrielle. Et on le voit bien au niveau européen que c'est en train de s'opérationnaliser. Mais je reviens quand même sur un point qui était un peu la question du panel, qui est comment financer les filières. Et je reviens sur les challenges qu'on a autour de comment travailler sur l'attractivité des investissements dans le monde réel. Et aujourd'hui, on voit bien avec France 2030 un fléchage de cet argent public, 5,6 milliards vers la décarbonation industrielle. Mais je vois un ratio qui est 1 euro autour de l'innovation et un peu le passage à l'échelle. Et par contre, 12,6 euros qui vont vers la transition des sites existants. La transition des sites existants, et en effet, la rentabilité n'est pas là. En revanche, je vois aussi quelque chose de complémentaire qui est autour du comment passer à l'échelle une technologie qu'on a développée en Europe ou en France et que c'est une solution pour la décarbonation des sites existants, comment travailler davantage sur ce fléchage. Je pense qu'il est effectivement, il y a des questions de rentabilité, mais je vois véritablement un rôle là pour le dérisking, pour le public-privé, de travailler de façon très coordonnée sur ces passages à l'échelle. Encore une fois, la décarbonation, il va falloir qu'on arrive à net zéro. On va avoir l'année prochaine quelque chose qui change fondamentalement le business model, en tout cas le business en Europe, qui est aussi la fin des allocations gratuites. Il va falloir avoir des solutions technologiques qui vont permettre de réduire les émissions associées soit à la consommation d'électricité, soit à la chaleur, soit aux émissions fatales. Il va falloir développer ces technologies.
Nous, de notre point de vue, en tout cas, où on a réussi à flécher et à avoir des partenariats publics-privés qui sont vers l'industrie et l'économie réelle, c'est un travail coopératif qu'on a fait, même de co-investissement avec la Banque européenne d'investissement, avec la Commission européenne. Nous, on a dédié 500 millions vers ces passages, ces premiers démonstrateurs et les véritables passages à l'échelle, avec de l'argent combiné, donc nous de notre côté subvention et equity, avec de la subvention de la part de la Commission européenne, avec de la dette garantie de la part de la BEI. Aujourd'hui, on a financé 3 projets en Europe. Et il s'agit véritablement de travailler sur ces aspects de financement qui sont évidemment le business case et le business model. Qui va acheter ces solutions? Une des solutions, c'est autour de la décarbonation de la chaleur industrielle. Il a fallu trouver des industriels qui veulent travailler sur la décarbonation de leur chaleur à haute température. Il a fallu prendre un risque technologique et puis en tout cas un risque de la part de ces industriels. Mais je pense qu'il y a un accompagnement du financier. Évidemment, ce gros fléchage des fonds de pension, des asset managers, je ne dis pas ça, mais également au vu de ces projets qui sont au cas par cas, qui sont compliqués à financer et que du coup, il faut véritablement un financement hybride. Voilà, moi je reste sur ces sujets-là, évidemment avec ces questions macro, comment est-ce qu'on finance, mais aujourd'hui, on a véritablement besoin de travailler sur ces projets en France, en Europe, sur comment est-ce qu'on aiguille davantage les fonds de l'innovation, le dérisking vers des projets industriels qui aujourd'hui ont matière à exister, qui vont permettre à la France de se décarboner et en même temps de créer des gros acteurs comme Gravity ou d'autres de demain qui sont indispensables. Alors, pour répondre avec assiduité, parce qu'il y a eu plein de questions, donc je vous propose d'essayer, on essaye d'y répondre, enfin vous essayez d'y répondre. Une première qui est, quid du rôle de la Banque Centrale Européenne et peut-on imaginer un taux d'intérêt vert? Donc bonifié, j'imagine. Alors, les taux d'intérêt bonifiés, ça fait longtemps qu'on en parle, que ce soit les LSS, vous savez, les Linked Sustainable... Non, les enfin, vous m'avez compris, là, les prêts liés aux critères de sustainabilité ou d'autres. Moi, je pense qu'en fait, le vrai sujet vis-à-vis de la Banque centrale, il est un peu autre. Pour rebondir sur ce qu'on disait et ce que Thomas mentionnait tout à l'heure, en fait, si on se dit, on assume que l'environnement, on doit prendre en compte sa valeur. Bon. Ça veut dire, et je rejoins ce que dit Arnaud aussi, un peu plus de protectionnisme, ça veut dire en fait accepter de relocaliser, de produire chez nous, mais donc avec des prix qui vont être supérieurs. Et pourquoi les prix sont supérieurs? Parce qu'en fait, dans le coût de revient, on va prendre en compte les externalités positives. En fait, quelle est l'immense difficulté à tout ça? C'est que ce discours d'un passage de la compétitivité coût à la compétitivité valeur, qui est moi celui que j'ai chevillé au corps. Alors je l'avais avant, mais après plusieurs années au ministère de l'Agriculture, je peux vous dire que j'y vais tant que je peux là-dessus, parce que je suis sûr que le salut européen viendra de ça. L'immense difficulté, c'est que c'est inflationniste. Et qu'en fait, l'immense difficulté de nos économies, c'est qu'on n'accepte pas l'inflation. Que le mandat de la BCE, c'est d'abord le 2% de l'inflation. Qu'il n'y a pas un politique à qui vous dites cette politique va être inflationniste, qui va vous dire trop bien, faisons-la. Le politique déteste l'inflation. Et donc en fait, pour moi, le vrai sujet, c'est est-ce que toutes les réflexions qu'on a eues ne doivent-elles pas nous conduire à se dire derrière tout ça, on doit peut-être avoir le courage d'avoir une politique inflationniste. C'est vachement dur, à la fois politiquement ou économiquement pour la BCE, mais je pense que ça va être le corollaire d'une compétitive valeur. Et peut-être Arnaud, il y a une question sur les externalités à prendre en compte dans la rentabilité du capital, et la question est, peut-on échapper à une forme de valorisation, taxation de ces externalités? Je laisserai Julia peut-être se prononcer sur ce point. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Julien. La Banque centrale, dans le rapport Pisani-Ferry-Mafrouz, il y a une explicitation tout à fait claire sur la nécessité d'assumer en 20 ans une sorte de révolution industrielle financée par l'inflation, la création monétaire, parce qu'on ne sait pas le faire autrement. Et donc, il va falloir que la Banque centrale européenne change sa cible. Il va falloir qu'on touche au traité. Vous vous rendez compte? Il va falloir qu'enfin, on n'applique pas des règles. C'est Jean-Paul Fitoussi, grand économiste, qui disait l'Union européenne applique des règles, mais ne fait jamais de choix. Là, il va falloir faire des choix et abandonner quelques règles.
Voilà. Donc ça, c'est le point de la question inflationniste, elle est centrale, puisqu'on fait des investissements, il va falloir faire des investissements, non, même pas de capacité, pas même de productivité. Bon, donc à partir de ce moment-là, on va mettre de l'argent dans l'appareil productif qui ne sert pas la rentabilité du capital. Donc il va falloir le financer, et l'inflation sera là pour servir de variable d'ajustement. Donc c'est la création monétaire qui va financer ça. Là aussi, c'est une préférence collective. Et elle ne sera pas la même sur les autres continents. Donc il va falloir se protéger, hein, parce qu'on ne sera pas compétitif. Hein. Ça, c'est le sujet. Hein. Nicolas, si vous permettez, pour répondre sur la question de la Banque Centrale Européenne, et je prendrai l'exemple d'un secteur industriel qui est le transport maritime. Le transport maritime, c'est très tôt, en avance de phase, organisé de manière très pertinente pour gérer cette transition, en intervenant sur l'ensemble de l'écosystème avec un régulateur très présent, l'Organisation maritime internationale, dans la collecte de data, en édictant des règles, engagé très tôt dans le recyclage des vaisseaux. Les banques ont créé ce qui s'appelle les principes Poséidon pour financer les nouvelles flottes et inciter au renouvellement des flottes. Et donc, ce qui a permis à l'industrie d'être relativement bien placée par rapport à la trajectoire net zéro. Ensuite, les événements géopolitiques, l'allongement des routes maritimes, etc., a eu un impact assez négatif. Mais pour revenir sur la Banque Centrale Européenne, un élément très négatif qui intervient depuis le 1er janvier de cette année, c'est BAL4 sur le financement des nouveaux vaisseaux qui sont, eux, totalement alignés avec la transition et avec un coût en capital beaucoup plus élevé pour les financeurs que ce qui était le cas auparavant. Voilà un exemple de l'impact d'une régulation qui peut accélérer ou freiner la transition nécessaire. Et donc, attirons l'attention des pouvoirs publics, de la Banque centrale, sur des ajustements impactants qui, in fine, bénéficieront à tous. Peut-être en 2 mots, une petite dernière sur la taxation et des externalités. Aujourd'hui, il est certain, alors pas sur tous les secteurs de l'économie, mais enfin, on a quand même un marché du carbone et avec l'ajustement aux frontières qui va se mettre en place au fur et à mesure des années, on va avoir la baisse des allocations gratuites. Donc évidemment, ça change la donne en matière de economics, comme on dit. Moi, j'aimerais revenir sur un point qui est, effectivement, vous avez parlé de l'inflation, mais cette question, est-ce que les consommateurs sont prêts à payer davantage ? Nous, on a regardé une transition de la filière du secteur de l'aviation avec les carburants de synthèse. On a travaillé sur combien est-ce que ça coûte si on devait faire des carburants de synthèse sur la base d'électricité renouvelable, qui est une des obligations européennes. On voit que aujourd'hui, ça va coûter 5 à 6 fois le prix au SAF, mais finalement, au niveau des passagers, ça coûte pas tellement. Ça coûte un peu plus cher, je dirais pas, mais après, la question pour moi, elle est sur est-ce que les passagers ont envie de payer, oui ou non ? On a eu des exemples de compagnies aériennes qui ont mis de façon volontaire, est-ce que vous voulez financer du biocarburant, est-ce que vous voulez financer des fuels de synthèse ? La question, elle était à la fin de la journée, non. Donc, qui doit payer effectivement cette transition ? Et c'est là où je pense qu'il y a un véritable rôle à la fois pour, finalement, pour les pouvoirs publics d'essayer d'organiser qui va payer cette répartition des coûts. On le voit, on parlait des marchés du carbone. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'argent qui circule dans les bourses d'État venant du marché du carbone pour être a priori réalloué vers les investissements bas carbone. Comment est-ce qu'on travaille sur ce mécanisme finalement d'intermédiation ? Comment est-ce qu'on travaille sur le fléchage de cet argent et de ces fonds pour faire ce dérisking et pour faire ces investissements pour qu'à la fin, il y ait une meilleure répartition entre ce que vont payer les passagers, ce que vont payer les entreprises, ce que vont payer les développeurs de projets. Donc bon, je pense qu'il y a une véritable question là autour de quels vont être le coût et the economics et à voir comment est-ce que ça se développe. Merci Julia. Un petit mot alors. Pour rebondir sur l'affaire de BAL4, BAL3, BAL4, etc., c'est-à-dire la normalisation du coût en capital sur la gestion du risque bilanciel des banques. Je suis allé interroger la présidente de la Banque Centrale Européenne. Elle m'a dit, c'est pas moi, c'est la Commission.
La Commission, pourquoi c'est la Commission? Parce que la Commission, elle veut toujours montrer l'exemple. Mais les Américains sont en train d'abandonner, d'ailleurs on n'applique plus Bâle, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs un excès qui n'est pas trumpiste, d'ailleurs pour le coup il était bidenien. Est-ce qu'on est capable, nous, d'autonomiser la réglementation bancaire prudentielle en Europe, démondialiser en quelque sorte la réglementation bancaire, puisque les Américains l'ont abandonnée, pour construire à la fois la synthèse entre la protection de nos intérêts pour éviter que nos banques s'écroulent, qu'elles ne se mettent pas trop en risque, et en même temps qu'elles financent plus facilement l'économie. Réponse, faire des choix et ne plus appliquer des règles. La Commission européenne applique des règles. Les Européens, dans leurs institutions européennes, appliquent des règles, ne font pas de choix. Donc là aussi, il va falloir faire on dit ça en français moderne, a reset. Bon, merci à tous. Merci à vous quatre.